Bonjour, bienvenue sur le plateau d'À votre avis maître. Au sommaire, ce jour, nous allons vous parler de droit de la construction. Si vous avez des travaux en cours, soit d'édification d'une maison, soit de rénovation dans le bâtiment, ne zappez pas, restez avec nous, car nous allons vous donner des conseils sur tout ce qu'il faut avoir comme réflexe et surtout tous les pièges qu'il faut éviter dans ces moments-là. En matière de droit de la construction et d'édification de travaux de bâtiments, il faut savoir qu'en cas de litige qu'on ne peut pas régler amiablement, le juge va la plupart du temps se référer à l'avis de l'expert. Donc le moment de l'expertise est un temps crucial. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas y aller seul et qu'il faut se faire assister d'un conseiller technique et bien sûr d'un avocat conseil. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau maître Nathalie Pujol, qui est avocat au barreau de Grasse, qui est également chargée d'enseignement à l'Université de Nice en Master 2 de droit immobilier. Maître Pujol, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour prendre les choses dans l'ordre chronologique du déroulement d'un chantier, est-ce que vous pouvez nous dire en tout premier lieu, en amont donc des travaux, quelle vérification il faut faire, notamment sur la nature justement et l'étendue des travaux à réaliser? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les travaux de construction vont être faits par le biais d'un contrat qui, juridiquement, s'appelle un contrat de louage d'ouvrage, qui est très strictement encadré par le Code civil. Et dans ce contrat doivent figurer tous les travaux que l'on souhaite faire. Et il ne faut surtout pas en oublier, puisque ce contrat est ce qu'on appelle un marché à forfait, c'est-à-dire qu'il est convenu un prix dès le départ. Il ne pourra pas être demandé de somme complémentaire à la personne qui commande les travaux, qui s'appelle le maître d'ouvrage, mais à contrario, il ne pourra pas être fait non plus par l'entreprise des travaux qui n'étaient pas expressément prévus dans le devis. Donc, première question à se poser, c'est de délimiter très précisément les travaux que l'on souhaite faire, de demander un devis qui soit parfaitement en adéquation avec ses désirs pour éviter d'avoir des surprises à la fin du chantier. Alors vous dites, c'est un marché de forfait, on sera complètement encadré par ce qui est dans le contrat, et vous dites on ne pourra pas exiger d'autres travaux, enfin ou les proposer du côté de l'entreprise. Mais s'il faut les faire, parce que très souvent quand on commence des travaux, on s'aperçoit qu'on nous en propose en rajout un certain nombre. Comment ça se passe alors, puisque ce n'est pas dans le contrat initial? Effectivement, il peut y avoir des imprévus en cours de chantier. L'entreprise peut s'apercevoir que techniquement, ce qui était prévu n'est pas réalisable et à ce moment-là, il est nécessaire de faire une adaptation. Donc cette adaptation, elle va être reprise dans un avenant au contrat initial et il faut que cet avenant soit accepté par les deux parties. Et cet avenant donnera lieu évidemment au versement de sommes complémentaires par rapport au devis initial. Voilà, mais sans avenant contracté, là, des litiges peuvent survenir. Alors, si on n'a pas réalisé exactement ce qui était prévu dans le contrat. Il ne faut pas accepter de régler des travaux qui ont été certes faits par l'entreprise en cours de chantier parce qu'ils étaient peut-être nécessaires, mais qui n'ont pas fait l'objet d'un avenant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être mis devant le fait accompli à la fin du chantier et avoir à payer une somme complémentaire. Donc c'est la raison pour laquelle aussi il faut qu'il y ait un dialogue permanent en cours de chantier entre le maître d'ouvrage, donc celui qui va commander les travaux, et puis son entrepreneur. Et ce dialogue est aussi le plus sûr moyen d'éviter un contentieux par la suite. Bien sûr. Autre vérification à faire en amont, c'est celle qui consiste au choix de la société elle-même. Est-ce que vous pouvez expliquer? Qu'est-ce qu'il faut vérifier par rapport à cette société? Alors je dirais tout d'abord qu'il faut avoir confiance en son entrepreneur, mais qu'hélas ça ne suffit pas, surtout dans ce milieu de la construction où il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées chaque mois et autant qui disparaissent. Donc il faut prendre un minimum de précautions. La première d'entre elles, ça peut paraître un peu curieux de dire ça, mais c'est de vérifier l'existence de l'entreprise. Parce qu'il y a quand même beaucoup l'existence juridique de l'entreprise, voilà. Il y a quand même beaucoup de voyous dans ce milieu-là, donc il faut tout d'abord vérifier cette existence. Alors le moyen le plus simple, c'est d'aller sur Internet. Il y a des sites, certains sont gratuits, d'autres sont officiels, comme le site des greffes des tribunaux de commerce. On tape le nom de l'entreprise ou son numéro au registre du commerce et on voit donc déjà la forme de la société et éventuellement si elle est frappée d'une mesure collective de type redressement judiciaire, sauvegarde ou liquidation. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que la société n'existe plus.
C'est la première des vérifications à faire et la consultation aussi de ces sites internet permet de vérifier la solvabilité d'entreprise, puisque normalement, au moins pour les SARL, elles doivent déclarer leur chiffre d'affaires. Et donc, ça nous donne une petite idée sur la santé financière, on va dire, de l'entreprise. Alors si ça n'a pas été fait, qu'on n'a pas vérifié et qu'en fait on s'aperçoit en cours de chantier que la société est insolvable et qu'on a des créances contre elle parce qu'on a payé des travaux qui n'ont finalement pas été réalisés, que la justice par exemple nous accorde des sommes en dédommagement, quels sont les risques? Est-ce qu'on peut récupérer cet argent ou pas? Alors, il y a deux hypothèses. Soit l'entreprise est juste un petit peu malade et on va dire elle est en redressement judiciaire. Donc là, il faut impérativement déclarer ses créances auprès du mandataire qui a été désigné. Le délai est assez bref puisqu'il est de 2 mois, en principe à partir de l'avis de la publication de la mise en redressement judiciaire. La déclaration de créance n'implique pas forcément le recouvrement de sommes puisque passe avant le particulier qui fait ses travaux, les impôts, l'URSSAF, tous les organismes. Les créanciers privilégiés, voilà, donc souvent il ne reste plus grand-chose pour ce voilà. type de... Et en revanche, somme. si l'entreprise est mise en liquidation judiciaire, il n'y a aucun recours pour les travaux qui auraient été payés par avance. Et c'est pour ça que le conseil aussi qu'on peut donner, c'est de payer les travaux par traite en fonction de leur réalisation effective. Voilà, et donc de ne pas vérifier, payer ce marché à forfait à l'avance, voilà, mais le faire au fur et à mesure voilà, du et déroulement des surtout travaux. Ne pas hésiter à vérifier que les travaux pour lesquels il nous est demandé un paiement ont été effectivement déjà réalisés. Voilà. Alors voilà, quand on est sur place, c'est plus facile que quand on est à distance, bien sûr. Effectivement. Mais... Troisième vérification à faire, ça concerne surtout la police d'assurance. La police d'assurance est très importante, elle est obligatoire en matière de travaux, contre des sanctions pénales d'ailleurs, ça concerne l'entreprise qui fait les travaux. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il faut vérifier et comment d'abord on se la procure, cette police d'assurance de la compagnie, la société avec laquelle on contracte, et aussi sur quelles clauses précisément il faut s'attarder dans cette police d'assurance? Alors, je dirais que les entreprises sérieuses communiquent spontanément avec leur devis et leur attestation d'assurance. C'est déjà un bon point, on va dire, et un bon critère de choix pour cette entreprise. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à demander l'attestation d'assurance à la personne avec qui on envisage à qui on envisage de confier des travaux. Cette assurance, effectivement, comme vous l'avez dit, elle est obligatoire pour couvrir la garantie décennale de l'entreprise. Donc on reviendra sans doute sur ce point-là, mais c'est fondamental que cette assurance existe. Alors une fois qu'on a l'attestation, ça ne suffit pas, hélas. Il faut sans doute aussi vérifier que cette attestation n'est pas fausse, parce qu'il y a aussi des faux. Oui, vous voyez souvent des faux ça dans arrive, les dossiers. Ça arrive, avec les miracles de l'informatique, c'est assez facile, donc ça arrive effectivement. Donc peut-être qu'un petit coup de téléphone à l'assureur avec le numéro de la police qui figure sur l'attestation suffit à vérifier que l'entreprise est bien assurée auprès de cette compagnie d'assurance. Il faut aussi vérifier la date de validité de l'attestation d'assurance. En principe, les attestations sont données pour une année, du 1er janvier au 31 décembre. Il faut que cette attestation corresponde à la période à laquelle les travaux vont débuter. Alors, il faut que la société soit garantie à la date du commencement des travaux. Alors voilà, et ce commencement des travaux, alors on a deux manières de l'apprécier. Soit les travaux sont importants, ils ont donné lieu à un permis de construire. Donc à ce moment-là, il va y avoir une déclaration d'ouverture de travaux qui avec le formulaire CERFPA. Voilà, qui va être faite en mairie. Soit ce sont des travaux moindres qui n'ont pas nécessité d'autorisation administrative. Et à ce moment-là, c'est le commencement effectif des travaux. Alors, c'est le premier ordre de service s'il y en a un, ou tout moyen de preuve si jamais il y a une contestation par la suite qui peut être apporté. Et la troisième vérification qui est également à faire sur cette attestation d'assurance concerne les activités qui sont déclarées à l'assureur. Il faut savoir que l'assureur, pour calculer la prime que va payer l'assuré, analyse un risque. Et il ne va couvrir que le risque qui lui a été déclaré. Je vous donne un exemple. Si vous êtes assuré pour des travaux de plomberie et que vous venez à faire des travaux de zinguerie, c'est une activité autre et vos travaux de zinguerie ne seront pas couverts par l'assurance. C'est la raison pour laquelle il faut que le maître d'ouvrage qui va commander ces travaux vérifie que les travaux qu'il entend confier à son entrepreneur sont bien assurés au titre de l'attestation d'assurance qui lui est remise.
et des activités déclarées. Très important. Donc, procéder dans un premier temps à l'ensemble de toutes ces vérifications. Puis, le chantier s'ouvre. Il faut quand même, pendant son déroulement, être là. On l'a dit tout à l'heure, c'est mieux d'être sur place pour surveiller. Alors, soit on délègue cette fonction à quelqu'un d'autre, soit on le fait soi-même. Comment s'articule ce droit, on va dire, de surveillance? Comment est-ce qu'il s'organise? Comment est-ce qu'il s'exerce? Alors la jurisprudence nous dit que le maître d'ouvrage est en principe profane dans la matière, puisqu'il confie les travaux à un professionnel, donc c'est justement parce qu'il a besoin de ses compétences. Il y a effectivement deux hypothèses bien distinctes à évoquer à mon sens. C'est le chantier qui est suivi par ce qu'on appelle un maître d'œuvre, donc communément c'est un architecte qui va au moins une fois par semaine se rendre sur place et surveiller le déroulement du chantier. Donc dans ces cas-là, le contrôle du maître d'ouvrage est extrêmement léger. Son principal interlocuteur va être d'ailleurs l'architecte plutôt que les entreprises sur le chantier. En revanche, pour des travaux plus légers, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir recours à un maître d'œuvre. Et donc, c'est le maître d'ouvrage qui va en quelque sorte faire cette surveillance de chantier. Mais comme je l'ai dit, ce maître d'ouvrage, il est profane, donc on ne va pas lui demander non plus de surveiller chaque point technique. Mais il faut quand même réagir avec bon sens. C'est-à-dire qu'on pourrait lui reprocher de ne pas avoir alerté l'entreprise sur des choses criantes que tout néophyte pouvait constater. Donc il faut une surveillance qui soit à la fois existante, mais pas non plus s'ingérer dans la gestion du chantier. La jurisprudence vient nous dire que lorsque le maître d'ouvrage donne trop d'instructions à l'entreprise, il peut conserver une part de responsabilité si des désordres surviennent. C'est ce qu'on appelle l'immixtion fautive du maître d'ouvrage. Alors ce sont dans des cas tout à fait exceptionnels, mais ça peut arriver. Et cette surveillance, il faut qu'elle donne lieu surtout à des courriers. C'est-à-dire que dès que le maître d'ouvrage constate une malfaçon, une non-conformité, il ne faut pas hésiter à envoyer un courrier recommandé à l'entreprise. Alors je sais que c'est un peu difficile dans les relations de confiance qui s'installent souvent, mais il faut savoir que s'il y a un contentieux qui survient des années plus tard, souvent, ce sont les seules preuves qui resteront. Et est-ce que les emails aujourd'hui, quand même, ont un caractère probant maintenant avec la... Oui, on est à peu près certain qu'il a été reçu. Voilà. On est à peu près mais certain. Rien ne on peut démontrer qu'il n'a pas été reçu, mais en tout cas, c'est quand même... On voit que dans le droit de la preuve, aujourd'hui, dans les dossiers, on accepte d'une manière générale, de tenir compte de ces emails. Et ça, c'est plus facile d'adresser peut-être un email avec la société avec laquelle on contracte qu'une lettre recommandée en termes de la manière dont reçoit, on va dire, le destinataire de cette lettre, la missive. Oui, sans doute, mais la preuve... Reine, voilà, c'est la lettre recommandée. Alors, lorsqu'on a signalé donc les désordres auxquels on a assisté par ce biais, par l'écrit que vous venez de mentionner très justement, mais que la société n'en tient pas compte, les ignore et continue ses travaux sans reprendre ces désordres-là. Quelle attitude adopter? Est-ce qu'il faut mieux laisser les travaux se dérouler jusqu'à leur fin et puis émettre les réserves après? Est-ce qu'il faut tout stopper, demander à ce qu'un expert vienne à ce moment-là? Et dans ce cas-là, est-ce que les travaux continuent ou est-ce que ça suspend les travaux? Quid? Alors, il y a effectivement plusieurs cas de figure et je vais avoir des difficultés à vous donner une réponse générale. Si ce sont de menus désordres, j'ai envie de dire, qui n'empêchent pas le chantier de se poursuivre et de se terminer, ces désordres feront l'objet de réserves à la réception au moment où le chantier est effectivement clos. En revanche, si les travaux qui sont en cours sont très mal faits, le maître d'ouvrage peut avoir intérêt à résilier le marché, mais ça veut dire qu'il repart depuis zéro, c'est-à-dire qu'il devra trouver une nouvelle entreprise pour reprendre un chantier en cours, ce qui est quand même extrêmement difficile parce que le repreneur reprend à son compte ce qui a été fait ou est plutôt mal fait par son prédécesseur. Voilà. Et le troisième cas de figure, c'est le blocage total où chaque partie campe sur ses positions et là, effectivement, on peut avoir recours au juge des référés pour que soit désigné un expert qui va venir constater la réalité des désordres et puis éventuellement fixer des imputabilités. À ce stade-là, en cours de chantier, je pense que préserver le dialogue est quand même essentiel pour essayer d'arriver au bout du chantier.
Mais encore une fois, il y a des situations dans lesquelles ce ne sera pas possible et il faudra aller au contentieux rapidement ou en tout état de cause à la résiliation du marché. Très bien. Vous avez évoqué la clôture du chantier. À quelle date précise on parle de fin de chantier et quel est l'intérêt en termes, quelles sont les conséquences de cette date? Alors, le fameux contrat de louage d'ouvrage, il va prendre fin par un acte juridique qui s'appelle la réception des travaux, qui est un acte extrêmement important puisqu'il constitue le point de départ des garanties des constructeurs. Donc, il vaut mieux avoir une date certaine de réception. Ce que ne font pas forcément toujours la garantie la plus longue, elle est de 10 années au jour près. Hein. Donc c'est vraiment, il faut avoir une date certaine. Alors le conseil qu'on peut vraiment donner, c'est de faire une réception amiable, contradictoire avec son entrepreneur des travaux. Par écrit, un PV. Par écrit, ça s'appelle un procès-verbal de réception. C'est signé par les deux parties. Et ça manifeste la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux tels qu'ils ont été réalisés. On peut noter des réserves sur ce PV. Évidemment, rares sont les chantiers qui sont terminés de manière parfaite. Il y a toujours des petites choses à fignoler, à parfaire, on va dire. En général, la société a commencé un chantier ailleurs et puis elle revient un peu plus tard finir ici. Ça arrive effectivement. Ça arrive souvent. Donc, le jour de la réception, on accepte l'ouvrage, mais on émet ce qu'on appelle juridiquement des réserves. Donc, ce sont les petits détails à terminer que l'entreprise devra venir réparer et reprendre. Dans un certain délai d'1 an. Alors, il n'y a pas de délai expressément prévu, mais la prescription est de 1 an, on va dire. Donc, le délai maximum est de 1 an. Le délai maximum 1 an à cause de cette prescription. Voilà. Donc, ça, c'est la fin de chantier idéale, j'ai envie de dire, qui se passe dans la plupart des cas. Celle que l'on fait raisonnablement. Et voilà, il faut vraiment insister avec son entrepreneur pour signer un papier contradictoirement. Voilà, si ce PV n'a pas été dressé... Voilà, alors là, on rentre dans des situations qui sont plus délicates, ou s'il y a un contentieux, évidemment, il va falloir démontrer que le maître d'ouvrage, bien qu'il n'y ait pas eu de procès-verbal signé, a accepté de recevoir les travaux. Donc là, on est dans le cadre de ce qu'on appelle la réception tacite. Nous n'avons pas de procès-verbal, donc la jurisprudence est venue nous dire qu'il fallait avoir recours à ce qu'on appelle, dans plusieurs matières juridiques, le faisceau d'indices. Donc, premier indice... Plusieurs éléments qui mis bout à bout, constituent la preuve. Voilà, exactement. Donc, premier élément, c'est la prise de possession des lieux. Alors, si je fais construire ma maison et que j'y aménage, a priori, je suis globalement satisfait des travaux qui ont été réalisés. Ce qui n'est pas forcément le cas, c'est peut-être parce qu'on a laissé l'autre appartement et qu'on est obligé de venir là, même si c'est pas terminé. Un indice. C'est un indice qui ne suffit pas, effectivement. Donc il faut qu'il soit corroboré par un autre. Voilà, et puis surtout, cette prise de possession des lieux, elle ne vaut pas pour les travaux de rénovation. Oui. Parce que par définition, on est déjà dans les lieux. On n'est pas parti. Alors, le second indice, c'est le paiement du solde du marché. C'est-à-dire qu'à priori, si on a soldé l'entreprise, c'est qu'on est encore satisfait de ce qui a été réalisé, parce que sinon, on ne verse pas la totalité du marché. Donc, ce sont ces deux indices. Et surtout, le troisième, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait eu de contestation immédiate. C'est-à-dire que si je m'installe dans ma maison, que je paie le solde du marché, mais que le jour même, j'envoie un courrier recommandé à l'entrepreneur en lui disant il y a tel et tel point qui ne vont pas du tout, a priori, je ne suis pas non plus d'accord pour réceptionner l'ouvrage. Donc, on part sur ce faisceau d'indices et ça donne l'objet à beaucoup de contentieux et beaucoup de contestations, puisque si l'ouvrage n'est pas réceptionné, les garanties ne commencent pas à courir et surtout, l'assureur de l'entreprise n'interviendra pas. Donc, c'est plutôt les assureurs qui ont tendance à soulever l'absence de réception et le maître d'ouvrage a quant à lui intérêt à démontrer l'existence de cette réception. Et il y a un troisième cas de figure qui est très exceptionnel, c'est lorsque donc, il n'y a pas eu de procès-verbal de réception, lorsqu'il y a peu d'éléments pour démontrer une réception tacite. À ce moment-là, il y a une troisième hypothèse qui est prévue par le Code civil, qui est la réception judiciaire. C'est le juge qui fixe la date. Voilà, c'est le juge qui va fixer la date de la réception. Le juge va se fonder la plupart du temps sur un rapport d'expertise judiciaire qui viendra dire à telle date, les travaux étaient grossièrement terminés et surtout la maison était habitable parce que ce critère d'habitabilité est retenu par la Cour de cassation qui est revenu à plusieurs reprises. Très bien. Donc vous dites l'enjeu majeur, c'est le départ des différentes garanties. Pour expliciter les garanties, on va dire globalement qu'il y en a 3. Celles
qui dure 1 an à partir de la fin des travaux, celle qui dure 2 ans, la biennale, et puis, vous l'avez dit, la décennale. Donc, la première concerne celle qui dure 1 an seulement, les travaux petits et gros, qui soient importants ou pas, les désordres, voilà. La deuxième, c'est uniquement les éléments d'équipement. Et pour la troisième, c'est les gros désordres. Est-ce que vous pouvez nous les passer en revue, nous dire sous quelles conditions ces garanties sont mises en œuvre et puis aussi quels sont les enjeux des différentes garanties possibles? Alors la première garantie, dont le point de départ donc, de ces 3 garanties, c'est la réception. Elle va durer 1 an. C'est ce qu'on appelle la garantie de parfait achèvement, qui porte bien son nom. C'est-à-dire que pendant cette durée-là, le maître d'ouvrage va pouvoir alerter son entrepreneur sur la survenance de différents types de désordres, qu'ils soient importants ou pas. S'ils surviennent en première année, l'entreprise devra intervenir en réparation. C'est l'entreprise qui doit intervenir. Ce n'est pas ce qu'on appelle le principe indemnitaire, c'est-à-dire que l'entreprise ne doit pas verser une somme destinée à financer des travaux qui seront faits par éventuellement un tiers. C'est l'entreprise elle-même qui intervient en réparation. Cette garantie de parfait achèvement, elle n'est jamais couverte par une assurance. Même en garantie facultative, il n'y a jamais d'assurance qui prend en charge les désordres qui surviennent en première année. Tous les désordres, quelle que soit leur gravité, sont pris en considération. La deuxième garantie, donc, c'est la garantie biennale de bon fonctionnement, qui est donc d'une durée de 2 ans à compter de la réception et qui va porter sur les éléments d'équipement. Donc, c'est par exemple les fenêtres qui sont dissociables de la maison. Ce sont des éléments d'équipement. Elles vont présenter un dysfonctionnement, elles vont être difficiles à fermer. Le recours contre l'entreprise qui a posé ces fenêtres est de 2 ans. Et il n'y a pas non plus d'assurance obligatoire pour les désordres relevant de la garantie biennale. Cette garantie peut toutefois être souscrite par l'entreprise, mais c'est une garantie facultative. Donc ça fait partie aussi peut-être des vérifications qui devront être faites dans l'attestation d'assurance, de vérifier si cette garantie facultative ou pas a été souscrite ou pas. Et la troisième garantie, qui est la plus fondamentale, la plus importante, puisqu'elle va porter sur les désordres qui sont très graves, c'est ce qu'on appelle la garantie décennale, qui, elle, donc, est obligatoirement couverte par un assureur, ce qui est fondamental parce que si l'entreprise vient à disparaître ou si les travaux de réparation sont d'un coût extrêmement élevé, c'est l'assureur qui prendra le relais et qui les indemnisera. Alors, la mise en jeu de cette garantie décennale, elle est quand même limitée par 2 conditions. Il faut que soit les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage. Alors là, on est par exemple sur des fissures extrêmement importantes qui vont menacer un mur, qui risquent de s'effondrer. Donc nous avons une atteinte à la solidité. Le désordre est de nature décennale et sera pris en charge par l'assureur. Ce critère-là, il est assez simple, la solidité, c'est assez simple à évaluer. Le deuxième cas de figure, ça concerne les désordres qui rendent l'ouvrage impropre à la destination. Il est plus subjectif, ce critère-là, effectivement. Il est très subjectif et il donne lieu à énormément de contentieux. La jurisprudence sur le sujet est absolument pléthorique. Elle est pléthorique, mais il y a toujours des cas qui n'ont pas été évoqués jusqu'alors. Alors, je vous donne quelques exemples parce qu'en plus, ce critère de l'impropriété à la destination, encore une fois, il va être apprécié par le juge avec la subjectivité que peut avoir un juge qui est humaine. Et donc, par exemple, vous avez des infiltrations qui affectent une loggia sur laquelle vous prenez vos repas tous les jours. Eh bien, la jurisprudence va considérer que ce n'est pas un ouvrage qui rend, un désordre qui rend l'ouvrage impropre à la destination, puisque votre loggia n'est pas considérée comme une partie habitable. Même si vous l'habitez souvent de fait en y déjeunant, ce n'est pas pour la jurisprudence une partie habitable. Donc ces infiltrations dans votre loggia, elles ne sont pas couvertes par la garantie décennale. En revanche, si des infiltrations affectent votre séjour, votre salon, là, la jurisprudence est clairement fixée sur le fait que des infiltrations en partie habitables relève de la garantie décennale. Donc on l'a vu, tout ça est bien technique. Lors de l'expertise, on l'a dit tout à l'heure, tout se joue. Et qui dit droit de la construction dit automatiquement expertise. Il est très important, on l'a dit en préambule, d'être assisté par un conseiller technique, par un avocat. Tout cela a un coût très important. Le coût des honoraires de l'expert peut chiffrer très très vite
15 000 euros, 20 000 euros facilement. Qu'est-ce que vous conseillez à nos téléspectateurs dans cette matière-là, puisqu'on peut prendre des polices de protection juridique, de négocier avec leur assurance ou de vérifier dans leur contrat d'assurance? Voilà, alors effectivement, souvent avec les contrats d'assurance multirisque habitation, donc qui vont couvrir l'appartement, la maison, il y a la possibilité de souscrire un volet protection juridique qui pourra prendre en charge au moins partiellement le coût d'un contentieux en matière de construction. Donc, votre assureur, si vous avez souscrit ce volet protection juridique, ne peut pas vous imposer le choix de son avocat. Vous avez le libre choix de choisir qui vous voulez. La seule difficulté qui peut survenir, c'est que, en principe, les honoraires de l'avocat sont plafonnés par l'assurance. Donc, si votre avocat propre vient à vous prendre des honoraires complémentaires, vous devrez les supporter. Votre assureur protection juridique... C'est souvent le cas parce que les seuils sont assez bas. Voilà, mais c'est déjà une prise en charge partielle qui n'est parfois... Et c'est une prise en charge totale des frais de l'expert. Voilà, donc et en revanche voilà, les frais d'expertise sont pris en charge, je vais dire en totalité, il y a tout de même un plafond, mais qui est de l'ordre de 15 à 20 000 euros, donc ça permet de voir venir. Et prise en charge également d'un conseiller technique qui peut vous assister techniquement dans cette matière très délicate, qui est le droit de la construction, au cours des opérations d'expertise. Merci. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir fourni toutes ces explications très claires. Pour que cette période de travaux déjà difficile à traverser en soi ne devienne pas un cauchemar juridique et financier, veillez à bien éviter tous ces pièges et à bien suivre tous ces conseils. Merci pour votre écoute. J'aurai le plaisir de vous retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro d'À votre avis maître. À très bientôt. Bonne soirée sur Azure TV.